Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, application des nouveaux prix des denrées alimentaires. 87% des commerçants ont respecté l'arrêté ministériel. Les services du ministère du Commerce ont procédé à plus de 8500 contrôles et dressé plus de 27 millions de contraventions. On vous explique tout dans un instant. Effondrement d'un immeuble à Anne-Belair. La responsabilité est partagée entre l'État et les promoteurs, selon le ministre de l'Urbanisme. Abdoulaye Sow invite à tirer les leçons de ce drame qui a fait 6 morts. Affaire Chernias, mort en détention après une altercation avec un policier. Comment comprendre la diatribe du lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye? L'homme se dit victime d'un acharnement. L'affaire secoue la police nationale. Plus de détails dans cette édition. Et puis en sport, le galop d'entraînement des Lions prévu aujourd'hui a été annulé. Sur 25 sélectionnés, 17 seulement ont manqué, 17 ont manqué à l'appel. Plus de détails dans la page des sports. « 87% des commerçants appliquent les nouveaux prix des denrées alimentaires un mois après l'arrêté ministériel fixant les prix de certaines denrées de grande consommation. Plus de 8500 contrôles ont été effectués par les services du ministère du Commerce. Fat Bintou Conté et Diafar Abba. Les tensions perçues sur les prix au mois d'août ont fortement baissé du fait d'un niveau d'application satisfaisant des nouveaux prix constatés sur le terrain à hauteur de 87% selon la direction du commerce intérieur, même s'il existe des poches de résistance. Avant ça, le coût de ces mesures-là que l'État, c'est que l'État perd, ou l'État fait économiser en tout cas 47 milliards de francs CFA sur les droits de douane et la TVA en interne. L'État renonce à 47 milliards pour soutenir pratiquement les prix. Et l'impact attendu et l'impact souhaité et l'impact maintenant qui devait être constaté, c'est d'avoir au moins une stabilisation, voire même une baisse. Après un mois de contrôle, 8542 points de vente ont été visités dans pratiquement 105 marchés. Des commerçants au nombre de 1561 ont été convoqués, ainsi 27 585 000 collectés en termes d'amende. Sur ces 8542 contrôles, sont concernés pratiquement, à part les boutiques, nous avons aussi fait 105 marchés traditionnels dans toutes les villes du Sénégal. Nous avons travaillé, comme je vous l'ai dit, avec 204 délégués de quartier. Nous avons travaillé aussi avec 89 délégués de marché. Sur les 8542 commerçants contrôlés, 1561 ont été convoqués. Quand on convoque un commerçant, c'est parce qu'il a commis une infraction. Donc il y a eu 1561 infractions qui ont été constatées sur 8542 contrôles. Vous voyez un peu le ratio que j'ai fait, ça prouve qu'il y a pratiquement 87% de commerçants qui ont pratiquement appliqué les nouveaux tarifs. Des produits tels que le sucre, l'huile, le riz ou des bonbons de gaz, mais ils seront restitués après le paiement de l'amende. Sur le sucre, il y a eu 77 tonnes, 650 qui ont été saisies par nos services. Pour l'huile, il y a eu un quantum général de 32 220 litres. Pour le riz, nous avons saisi 19 tonnes 950. Et pour les bonbons de gaz, nous avons saisi pratiquement 889 bonbons de gaz de différents calibres, parce qu'il y a des bonbons de 6 kg, des bonbons de 12 kg, des bonbons de 9 kg. Mais c'est chaque fois à la suite d'un non-respect du prix pratiqué ou d'un non-respect du prix fixé que ces saisies-là ont été opérés. Ces contrôles font suite au Conseil national de la consommation tenu le 31 août dernier, où un appui conséquent de 35 véhicules a été mis à la disposition des services du ministère du Commerce pour une vérification des prix. Et justement, sur le terrain à Sédhiou, le service régional de commerce a effectué des visites sur plusieurs lieux de commerce, comme au marché central de Sédhiou, par exemple. La plupart des commerçants là-bas respectent les nouveaux prix. Regardez ce reportage de Bakary Conté et Kali Diamé.
À Sédhiou, le service régional du commerce a fixé les prix. Le kilogramme de riz est désormais vendu à 315 francs, le litre d'huile à 1200 et le kilogramme du sucre cristallisé à 600 francs CFA. Nous traversons le calvaire, on vendait le litre d'huile à 900 francs, mais maintenant le litre est vendu à 1200. Les clients se plaignent toujours. Même le riz a connu une hausse, le kilogramme est vendu à 315 francs. L'État est le seul responsable de cette situation. Certains commerçants préfèrent vendre à 300 francs car ils sont souvent confrontés à un problème de monnaie. On vend le riz ordinaire, le kilo à 315 francs. Si tu voulais vendre à 315 francs, on est obligé de vendre 300 francs parce que la monnaie de 15 francs, ça nous un peu problème, quoi. C'est pour cela qu'on est obligé de vendre ça à 300 francs. Malgré cette régularisation des prix, les populations demandent à l'État de diminuer encore. C'est difficile dans ce marché. Les denrées de première nécessité connaissent une hausse. Avant, le kilogramme de riz coûtait 300 francs. Aujourd'hui, c'est fixé à 315 francs. L'État doit nous aider. Le riz coûte cher. Toutes les marchandises connaissent une hausse. L'État doit nous aider. Il n'y a plus d'argent. Même si vous allez avec 10 000 francs au marché, vous n'êtes pas satisfait. Surtout avec une grande famille, il serait difficile de régler tous les problèmes. Le service régional du commerce, après avoir effectué une tournée régionale pour l'affichage des nouveaux tarifs, est actuellement sur le terrain pour le contrôle de l'application des prix. Merci Bakary. L'actualité, c'est aussi l'effondrement d'un immeuble à Anne-Belair. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique invite à tirer les leçons de ce drame. L'accident survenu ce week-end a fait 6 morts. Selon Abdoulaye Sow, oui, la responsabilité de l'État est engagée, mais aussi celle des promoteurs qui doivent faire beaucoup d'efforts dans la qualité des bâtiments. Le ministre du Logement s'est exprimé à l'occasion de la journée de l'habitat célébrer aujourd'hui une production massive de logements pour la grande satisfaction de tous les Sénégalais. Tel est l'objectif décliné à l'occasion de cette journée mondiale de l'habitat. Une convention de partenariat a été signée aujourd'hui afin de faciliter l'accès au logement aux populations les plus vulnérables. Compte rendu Marcel Farba-Maroun et Alun Diagne. Signature ce lundi d'une convention de partenariat entre le Fonds pour l'habitat social, FHS, le Fonds de garantie des investissements prioritaires, FONGIP, et le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, ainsi que celui de l'économie, du plan et de la coopération. Objectif, produire massivement des logements destinés à tous les Sénégalais au moment où les populations souffrent de la hausse vertigineuse des loyers. La signature de cet accord tripartite constitue une étape majeure dans l'accompagnement des bénéficiaires du logement social et à travers l'opérationnalisation du mécanisme de garantie. Assurément, la garantie FHS-FONGIP permet d'offrir au secteur bancaire un outil performant pour accompagner les acquéreurs, en particulier ceux qui ont des revenus faibles ou irréguliers qui ne leur permettent pas de satisfaire aux conditions classiques des banques. Autre problème qui se pose et constaté depuis plusieurs années, le phénomène des effondrements des bâtiments dont le dernier en date remonte au 2 octobre 2021 à Anne-Belair. Le gouvernement a une responsabilité à travers les institutions mises en place, comme l'inspection générale du bâtiment, qui doit quand même faire son travail convenablement, de surveillance et de contrôle. Mais aussi les promoteurs ont une responsabilité dans la qualité de la livraison du bâtiment, mais aussi le citoyen lambda qui ne contrôle pas ce qui est fait en son nom et pour lui-même. Il ne s'agit pas de constater qu'il y a des bâtiments qui tombent et qu'il y ait des morts et puis que ce soit seulement au degré de l'émotion. Oui, il faut s'émouvoir de ce qui se passe, mais il faut aussi en tirer des leçons pour que chacun, dans sa responsabilité, puisse l'assumer convenablement et pour que ça ne se répète plus jamais. En rappel, l'État du Sénégal souhaite éradiquer les bidonvilles à l'horizon 2035 et accélérer l'offre de logements décents et accessibles par la construction de 100 000 logements sociaux sur une période de 5 ans. Rappelons en outre que chaque premier lundi du mois d'octobre est célébrée la Journée mondiale de l'habitat. Elle a été décidée par l'Organisation des Nations Unies depuis le 17 décembre 1985.
Marcel, peu de promoteurs respectent les normes de construction selon l'inspecteur général des bâtiments, Boubacar Danyoro. Pour lui, ces manquements seront corrigés avec le nouveau code de construction qui sera bientôt en vigueur. Il était l'invité du JT de 13h. Les Sénégalais construisent sans respecter les normes de construction. C'est la raison principale pourquoi il y a souvent ces effondrements. D'abord, nous ne respectons pas les normes de construction lors de la construction, je me répète, et après la construction, nous n'entretenons pas nos bâtiments. Si vous voyez tous les effondrements qui arrivent, la majeure partie, c'est la dalle terrasse qui s'effondre. Pourquoi? Parce qu'il y a des infiltrations au niveau d'eau, au niveau de la dalle terrasse, et les armatures se corrodent et la dalle qui finit par tomber. Le nombre de bâtiments menaçant en ruine à Dakar est vraiment très important. Rien qu'à la Médina, il y en a plus de 100 qui ont été recensés. Et en principe, dès demain, ces travaux, ces diagnostics vont commencer pour faire le point sur chaque bâtiment. Est-ce que tel bâtiment est récupérable? Est-ce que tel bâtiment est à démolir? Je pense que ce travail va être commencé demain, Inch'Allah, mardi. Il y a le nouveau code de la construction qui va encore être beaucoup plus contraignant, qui normalement sera validé dans les prochains mois. À la une également, l'affaire Cheikh Niass, la diatribe du lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye adressée au ministre de l'Intérieur défraye encore la chronique. Dans sa lettre, le lieutenant a vigoureusement contesté sa mutation à la direction de la formation de la police nationale. Explication à la Sanba. Cette sortie va sûrement faire couler beaucoup d'encre. L'information est à la une de l'Observateur. Une lettre dénommée recours contre une décision de mutation adressée au ministre de l'Intérieur. Le lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye dénonce une précipitation dans la décision de l'affecter à la direction de la formation sans qu'aucune enquête ne soit ouverte pour situer les responsabilités. La mort de l'émigré Cheikh Niass a suscité une vague d'indignation et selon le lieutenant Ndiaye, au moment où l'administration pénitentiaire s'est fendue d'un communiqué pour se dédouaner, rappelant que le défunt Cheikh est décédé au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Dantec, la police, elle, s'est emmurée dans un mutisme inquiétant. Pire, ce qu'il qualifie d'affectation-sanction s'est fait sans le minimum de délicatesse procédurale. Le lieutenant Ahmed Bachir estime être un agent exemplaire qui a toujours fait preuve de bonne conduite. Et ni lui, ni les éléments du poste de police de Wakhinane n'ont eu un mot de trop ou brutalisé Cheikh Niass, précise-t-il avant d'ajouter « Je ne me sens aucunement coupable de quelque faute que ce soit dans la conduite de cette affaire ». Il dit « Cheikh a quitté le commissariat en excellente santé pour être déféré au parquet ». Cette prise de décision et cette missive du lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye vont sûrement faire grincer des dents. Elle va donner foi et conviction, estime le lieutenant Ndiaye, à la famille de Cheikh Niass, à l'opinion publique et internationale, que la police de Wakhinane est responsable de son décès. Il est convaincu que cette décision constitue un acharnement sur sa personne, lui qui totalise 36 ans de service. Et il accuse une autorité qui a agi en revanchard alors qu'elle aurait pu avoir un esprit de dépassement. Le lieutenant Ndiaye se dit traumatisé et bouleversé, son honorabilité entachée, sa réputation et celle de sa famille ternie. Je voudrais vous exprimer mon profond désespoir au regard de cette situation humiliante que je suis en train de vivre, alors qu'elle me semble de loin beaucoup moins délicate que le suicide du détenu impliqué dans l'affaire Boy Djiné dans les locaux du commissariat central, dit-il en s'adressant au ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. Et Alassane, nous venons de l'apprendre, le nouveau commissaire de Wakhinane, Nimzat, accompagné par le commissaire central de Pikine, Guédiawaye, a pris fonction sans rencontrer son prédécesseur, le commissaire Ahmed Bachir Ndiaye aurait donc boudé la passation de service qui s'est tenue cet après-midi. En bon soldat, le lieutenant Ndiaye devait accepter la décision sans broncher, selon le commissaire Keïta. Pour lui, la lettre du lieutenant n'était pas opportune. Il n'y a pas de procédure établie pour prendre une décision comme celle-là. Il y a celui qui a le pouvoir de prendre une décision. Dans nos corps, nous sommes relevés au beau matin, quelquefois à 4 heures du matin, sans même savoir ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait.
Parce que celui qui a le pouvoir de nous nommer, a le pouvoir discrétionnaire d'apprécier de ce qui nous est reproché ou de ce qu'elle peut nous reprocher comme autorité et de prendre des mesures qu'elle juge utiles à prendre. On peut maintenant apprécier de cela différemment. On peut penser que d'autres mesures auraient été meilleures. On peut penser qu'il fallait passer par là, parce que d'autres voies étaient aussi possibles pour arriver à sanctionner quelqu'un, mais on ne peut pas dire que l'autorité a tort. Et retenez toujours à ce propos, la famille du défunt Cheikh Niasse conteste la thèse d'une mort naturelle. Elle a demandé une contre-expertise. Vous le savez, la veuve de la victime est arrivée à Dakar hier soir. Tout autre chose à présent, 56 candidats à l'immigration clandestine et leurs convoyeurs interceptés par la gendarmerie nationale. Les individus ont été arrêtés dans la période du 21 septembre au 1er octobre entre Noto-Gouïdiama, Mbour et Kafountine dans les secteurs des légions de gendarmerie centre-ouest. Suivons là-dessus le colonel Chersar. Les grands événements comme le Magal constituent des calendriers de départ privilégiés par les acteurs de l'immigration, du fait de l'engagement massif des forces de l'ordre. Conscientes de cette situation, les dispositifs de surveillance et les patrouilles, pédestres comme motorisées, organisées le long des franges côtières, ont donné des résultats probants dans le secteur de la Légion de gendarmerie centre-ouest. Entre le 21 et le 27 septembre 2021, 28 personnes ont été interpellés entre Noto-Gouïdiama et Mbour. Un montant global d'1 458 395 francs CFA, dont 73 655 en Dalasi, monnaie de la Gambie, et 18 téléphones portables ont été saisis lors de ces opérations. Sur le front du coronavirus, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar démarre sa campagne de vaccination aujourd'hui. 8 sites ont été choisis pour administrer une dose de Johnson & Johnson aux étudiants, enseignants et au personnel administratif et technique. L'objectif est d'obtenir une immunité dans cet espace qui réunit plus de 80 000 étudiants. Reportage Cheikh Sat Boufal, Pape Sangone Mbaye avec le commentaire de Fatou Kinedem. Bouter le Covid hors de l'espace universitaire, professeurs et étudiants ont répondu à l'appel. Une campagne de vaccination initiée par l'UCAD en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Vous savez que suite à la dernière réunion du conseil restreint de l'UCAD, ce conseil a validé le protocole sanitaire actualisé qui tourne autour de 3 axes fondamentaux, à savoir la vaccination de tous les membres de la communauté universitaire, les mesures anti-Covid et la gestion des cas de Covid. Il faut dire que pour la vaccination, c'est sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Action sociale et sous la supervision du district Dakar Centre, qui est Gaspard Camara, que l'IPMS, c'est-à-dire l'Institut de prévention médico-sociale de l'ICAD et le service médical du COUD organisent cette campagne de vaccination. Et pour ce faire, nous avons choisi 8 sites. La vaccination, une meilleure riposte contre le Covid-19. La communauté universitaire s'engage pour relever le défi. Je salue d'abord l'initiative que des étudiants eux-mêmes ont pris. Donc des étudiants de l'amicale de la faculté des lettres et sciences humaines ont initié une campagne de vaccination et aujourd'hui on faisait le lancement. Oui, on a vu les étudiants ont été là depuis le matin et ils sont massivement vaccinés, sont fait vacciner. Oui, il y a d'autres étudiants qui habitent dans des zones très reculées, donc qui n'auront pas en quelque sorte l'occasion de se faire vacciner. Donc ça sera l'occasion pour eux de plus être vaccinés. Je suis venu vraiment me vacciner parce que tout simplement je suis représentant des étudiants en délégué. Donc si ces heures de campagne on les organise ici à la faculté, je crois que je dois vraiment faire partie de ceux-là qui vont vraiment vacciner aux premières. Donc ce qui m'a motivé de faire le déplacement parce que je viens de loin et de venir me vacciner aujourd'hui. Ceux qui ont répondu présents ont reçu leur dose de vaccin Johnson & Johnson. L'objectif est de vacciner le maximum de personnes. Il y a 80 000 étudiants. Donc par rapport à ça, on est obligé de faire une option de faire
le vaccin qui ne nécessite qu'une seule dose pour atteindre le maximum. Parce que notre rentrée est prévue le 18 et on veut, à partir du 18, vraiment être dans une atmosphère sereine, car vacciner, plus port de masque et lavage des mains à l'eau savonneuse et au gel hydroalcoolique va nous permettre de travailler dans une atmosphère sereine. 8 sites sont installés et la campagne se poursuivra jusqu'au 16 octobre, 2 jours avant la rentrée universitaire. Merci Fatkine. Construction d'un laboratoire au lycée El Haj Ibrahim Ba de Koungheul. Le labo a été financé par le DG de l'ANAT, Mamadou Djigo. Ce dernier a pour ambition de créer des emplois dans cette localité. Pape Faraning et Messandoy. Un taux de réussite jamais atteint dans cet établissement. Plus de 69% des élèves des séries scientifiques ont obtenu leur baccalauréat. Un résultat possible grâce à l'acquisition de ce laboratoire installé depuis l'année dernière. En jetant un coup d'œil sur les résultats scolaires du lycée, on a vu nettement que grâce au labo scientifique, le taux de réussite au baccalauréat est passé à 69% en S2 contre 65% à L2 et 51% à L'. Donc je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est un labo qui est venu à son heure. Au niveau des études, ça a apporté beaucoup de choses. Nous avons même constaté cela. Et au niveau des élèves, parce que tous les élèves qui font surtout les séries scientifiques font leurs cours au niveau de ce labo. Et ça nous a beaucoup aidé depuis l'arrivée des chariots au niveau du labo. Il est entièrement financé par un natif de la localité qui veut permettre aux enfants de la ville d'être au même niveau que ceux de l'Europe. En 2014, pour mettre fin à la grève des élèves qui réclamaient l'équipement du lycée qui vient d'être construit, il a mis à la disposition des autorités scolaires suffisamment de tableaux, des ordinateurs et un laboratoire scientifique composé de chariots mobiles d'une valeur de 33 millions. Koungheul est aussi l'une des localités les plus touchées par le chômage des jeunes et ils sont d'avis qu'il faut vite y remédier en mettant en place des projets innovants. À Koungheul, on amène énormément de fruits qui nous viennent de la zone des Niayes. Alors que quand j'étais petit, moi, je voyais qu'on cultivait de la patate douce ici. Et cette culture ne se fait plus ici. On m'a dit qu'en fait, c'est le fait qu'on a un manque de moyens et tout cela. Maintenant, je pense que bien aménager cette partie du territoire, en faisant de telle sorte qu'on remette les mangues, faire de la pisciculture intensive aussi, et aussi faire à côté un marché carrément, un marché qui va nous permettre en fait d'employer beaucoup de monde. Situé au centre du pays, Koungheul manque presque de tout pour dire tout simplement que tous les secteurs d'activité ont besoin d'accompagnement. Et puis en voilà de quoi s'arracher les cheveux pour les amateurs des réseaux sociaux. Lundi noir pour les inconditionnels des réseaux sociaux, notamment ceux du groupe Facebook. Depuis cet après-midi, Instagram, Messenger et WhatsApp connaissent une panne importante. Ces réseaux sont entièrement hors service, impossible d'envoyer ou de recevoir des messages, encore moins de faire des statuts. Le groupe Facebook n'a pas précisé la nature de la panne. À présent, l'actualité religieuse, Thiénaba va célébrer cette année le Gamou. Le khalife général de Thiénaba, Serigne Assane Seck, était face à la presse pour décliner la nouvelle formule de l'événement religieux. Le nouveau khalife promet d'apporter des changements majeurs. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Les jeunes de Tivaouane se sont réunis au SEM Serigne Babacar Sy pour dénoncer le fait qu'ils soient exclus de la commission de Meouane, une structure chargée de gérer la question de l'employabilité au niveau de l'entreprise GCO MDL basée à Diogo. Après avoir constaté l'existence d'une commission dénommée commission de Meouane, constituée par les communes, à savoir Meouane, Darou Khoudoss, Taïba Ndiaye et Mboro. L'appel que nous faisons, c'est de demander... Et vous l'aurez compris, ce n'est pas le bon élément. Nous y reviendrons, c'est promis, lors de nos prochaines éditions. Je le rappelle, Thiénaba va célébrer cette année le Gamou. Le khalife général, Serigne Assane Seck, était face à la presse pour décliner la nouvelle formule
de l'événement religieux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En sport, football éliminatoire du Mondial 2022, les Lions de la Teranga se préparent pour la double confrontation contre la Namibie. Match comptant pour les 3e et 4e journées des phases éliminatoires. La séance d'entraînement prévue cet après-midi, en revanche, a été différée à demain mardi pour cause d'absence de 17 Lions de la Teranga. Cher Sadibou Diarra. Pas de séance d'entraînement pour les Lions du Sénégal ce lundi. Le premier galop prévu au stade Lat Dior de Thiès est finalement annulé par le sélectionneur Aliou Cissé. La raison, sur les 25 lions convoqués, 8 seulement sont déjà présents au regroupement. Le reste du groupe est attendu au plus tard cette nuit du lundi à mardi. C'est ce qui a poussé Aliou Cissé à ne programmer qu'une séance de musculation pour les 8 lions présents dans la tanière. Le premier galop va avoir lieu à Thiès ce mardi avec le groupe au complet, à l'exception de Boulaye Dia. L'attaquant déclare forfait. Il souffre d'une élongation du ligament du genou gauche, selon son club, Villarreal. L'absence de l'avant-centre de 24 ans est estimée à 2 semaines. Le sélectionneur ne s'est pas encore prononcé sur son remplacement ou non. Sur la liste des Lions qui vont défier les Brave Warriors de la Namibie les 9 et 12 octobre prochains. Un adversaire qui est attendu au Sénégal ce mercredi. Vainqueur de la Coupe du Sénégal, le Casa Sport célèbre sa victoire avec ses supporters basés à Dakar. Le club de Ziguinchor a communié avec ses inconditionnels ce dimanche aux HLM Grand Yoff. L'équipe qui a été reçue par le président de la République, Macky Sall, est attendue à Ziguinchor ce mardi où un accueil triomphal lui sera réservé par Ali Kaza. Écoutons là-dessus le président de Casa Sport, Seydou Sané, avec Chérif Dia. Je voudrais magnifier d'abord cette belle initiative du président Ali Kaza Malamine Tamba. Il s'agit là de récompenser, de remercier les supporters qui sont à Dakar et qui ne peuvent pas peut-être se déplacer jusqu'à Ziguinchor mardi. Alors, donc cette belle initiative consiste encore à ressouder, à aller ensemble, mais aussi à reconnaître qu'il y a toujours ce qu'on appelle le 12e homme. Et le 12e homme chez nous, ce n'est pas une déclaration, mais c'est un fait. Vous les avez vus au stade, vous les avez vus encourager, accompagner les joueurs qui sont allés au-delà de leurs possibilités en un certain moment. C'est pour dire que ces supporters-là méritent tout. Et c'est le lieu pour moi de remercier le président de la République qui, après le sacre, nous a reçus directement depuis 1960, depuis les indépendances. Je ne me rappelle pas un président recevoir un club après une coupe. C'est la première fois dans l'histoire. C'est pour montrer que le football sénégalais doit aussi être rehaussé, doit être montré en exemple. Et c'est pourquoi, si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est grâce à ces supporters-là. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant. La deuxième partie de Soir d'Info avec Bint Diallo qui reçoit ce soir Monsieur Abdoulaye Fofana Seck. Excellente suite des programmes sur TFM.